Bonjour Vincent-Nicolas Delpech, vous êtes connecté? Oui, je suis connecté. Très bien. Je vous propose que l'on démarre ces rendez-vous du GHU consacrés à la recherche et à l'innovation, le progrès au service des patients. Et en introduction, je donne donc la parole à Vincent-Nicolas Delpech et le professeur Jean-Claude Carrel. À vous. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir à nouveau à ce rendez-vous du GHU consacré aujourd'hui à la recherche et à l'innovation. Ce qui fait la différence des CHU, et vous le savez tous, c'est le continuum entre la recherche et les soins. C'est la mobilisation en fait, des équipes pour le progrès de la médecine, des prises en charge, des organisations même parfois, et pour l'innovation. Bref, pour inventer ce qui parfois apparaît comme un slogan, mais qui est en fait une réalité, pour inventer donc la médecine de demain. Cette différence, il faut, selon moi, la cultiver, la consolider, l'accompagner. C'est tout le sens du projet d'établissement et du projet médical et de recherche qui a été construit sous le pilotage et la coordination de Jean-Claude Carrel et que nous venons d'achever et qui va définir la politique du groupe hospitalier universitaire pour les prochaines années. Et cette ambition pour la recherche et l'innovation, elle doit se traduire sur le plan médical, bien sûr, mais également sur le plan paramédical, et le programme d'aujourd'hui le prouve. Pardon. Merci donc à vous tous et aux équipes de faire partager leurs travaux, de faire partager aussi l'envie de recherche et d'innovation. Je conclurai par une conviction. Dans le contexte parfois difficile où nous nous trouvons, et en particulier pour attirer de jeunes professionnels, j'ai la forte conviction pour que l'effort de recherche, l'effort pour l'innovation dans nos hôpitaux universitaires est un levier extraordinaire d'attractivité pour les patients, bien sûr, mais aussi pour les médecins et pour les soignants. C'est notre marque de fabrique et c'est ce qui nous différencie peut-être des autres, encore plus. Et c'est pour la raison pour laquelle je suis très heureux aujourd'hui de vous écouter tous partager cette formidable ambition sur la recherche et l'innovation au sein de notre GHU. Merci et je laisse la parole à Jean-Claude Carrel. Merci Vincent-Nicolas. Je ne serai pas très long pour compléter cette introduction générale et évidemment je partage à 100% ce que vient de dire Vincent-Nicolas Delpech. Je remercie les gens qui ont mis sur pied ce programme, et en particulier Eric Vico qui le modère, et les personnes qui vont présenter voilà, des innovations très importantes. Ce que je voudrais dire en complément de ce qu'a dit Vincent-Nicolas Delpech, c'est que le CHU est souvent, et à juste titre, perçu comme le lieu de la création de l'innovation, de la recherche, de l'endroit où finalement, on identifie un nouveau traitement et où on publie ses résultats dans les revues à plus haut impact facteur, etc. Moi, je voudrais insister sur un autre aspect indispensable et essentiel du rôle du CHU. C'est, je dirais, dans la phase d'après, c'est-à-dire que quand un traitement innovant, quand une prise en charge innovante a été réalisée, eh bien, il y a une phase qui est extrêmement importante, qui est celle de son appropriation par la communauté soignante et celle de son appropriation surtout par un groupe plus large de patients et de sa mise à disposition du plus grand rôle. Et on sait, chacun dans nos spécialités, la frustration qui peut exister quand, dans une spécialité donnée, il y a des traitements innovants dont on sait qu'ils existent, mais qui tardent pour des raisons X ou Y à être mis à disposition. Et je pense qu'on a un rôle qui est absolument essentiel dans cette phase de généralisation et de mise à disposition de ces traitements. Et c'est là aussi un rôle essentiel du CHU que de participer à cette dissémination.
Évidemment, là, il y a 3 très bons exemples qui ont été sélectionnés pour aujourd'hui. Vincent Nicolas Delpech l'a rappelé, on a travaillé sur le projet stratégique qui est décliné par notamment les différents grands axes de la prise en charge médicale sur l'ensemble des disciplines. Et je pense que dans chacun des axes de ce plan stratégique, on aurait eu plusieurs exemples qui auraient pu figurer dans ce webinaire. Donc, voilà, ce ne sont que des exemples d'une réalité qui est bien évidemment beaucoup plus large. En tout cas, je vous remercie de la faire partager dans le cadre de ce webinaire. Voilà, je remercie chacun pour ses efforts autour de l'innovation, qui est évidemment la raison pour laquelle nous sommes tous dans SAFU. Merci beaucoup. Merci, professeur Carrel. Je laisse le soin au professeur Vico de modérer cette session et de se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être évidemment très bref. Juste pour aller évidemment dans le sens de ce qui vient d'être dit, on a vraiment un potentiel de recherche et d'innovation dans notre GHU qui est absolument considérable. En tant que président de la commission recherche et innovation, j'en suis le témoin tous les jours. Il y a aussi, il faut aussi souligner ce fait que ce potentiel de recherche et d'innovation, il irrigue finalement tous les secteurs et tout le personnel de notre GHU. On a aussi bien les personnels médicaux, c'est à ceux-là évidemment qu'on pense en premier, mais aussi les personnels paramédicaux, et il y a aussi tous les laboratoires universitaires et INSERM qui sont associés à notre GHU et qui sont des éléments extrêmement importants dans notre activité de recherche et d'innovation. Le dernier point, c'est qu'on a vraiment la volonté, je crois tous, de faire en sorte que l'innovation soit quelque chose qui soit élaboré pour les patients, mais aussi avec les patients, parce qu'on sait que c'est un élément extrêmement important pour le succès d'une recherche et d'une innovation, que ça puisse être fait de cette façon-là. Et je crois qu'aujourd'hui, on en aura quelques exemples particulièrement convaincants. Et tout de suite, je laisse la parole à la partie scientifique et médicale de ce webinaire avec les CAR-T-cells. Merci beaucoup, professeur Vico. Bonjour à tous. Donc pour commencer ces rendez-vous du GHU, je vais vous parler de médicaments un petit peu particuliers, qui sont donc les CAR-T-cells. Pourquoi particuliers? Parce que vous allez voir au fur et à mesure de la présentation que ce ne sont pas des médicaments chimiques, mais des médicaments biologiques et plus précisément qui sont composés de cellules. Merci. Donc, pour commencer, les CAR-T-cells, ce qu'il faut savoir est que l'origine des CAR-T-cells sont les lymphocytes que nous connaissons tous, donc appelés aussi cellules T, qui sont utilisées déjà depuis plusieurs décennies en tant qu'immunothérapie pour traiter un certain nombre de cancers. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que les lymphocytes présentent à leur surface membranaire, comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite, un récepteur qui est le récepteur TCR, qui est en fait capable de reconnaître un antigène, qui est donc sa cible, à condition que ce dernier soit présenté par ce qu'on appelle le CMH, donc le complexe majeur d'histocompatibilité, et à condition que celui-ci soit lui aussi présenté par une cellule présentatrice d'antigènes qu'on peut observer tout en haut de mon schéma.
Alors, la problématique à laquelle on s'est confronté très rapidement est que dans le cadre du micro-environnement tumoral, on a observé ce qu'on appelle une régulation négative de l'expression du CMH qui a été à l'origine de phénomènes d'échappement tumoral, étant donné que le récepteur du lymphocyte T n'arrivait plus à reconnaître sa cible. Alors, ainsi, pour contourner cette problématique, un chercheur, donc le professeur Zélie Guéchard, à la fin des années 80, a eu une idée qui paraît assez simple, mais qui finalement a révolutionné un petit peu le domaine de l'hémato-oncologie. Et donc, il s'est dit que pour contourner cette problématique, eh bien, il faudrait modifier un petit peu la structure du récepteur TCR. Et donc, pour cela, en fait, il a proposé de remplacer une partie de ce TCR par une autre partie, mais qui cette fois-ci viendrait d'un anticorps. Et donc, plus exactement, ce seraient donc les domaines variables que vous observez tout en haut en rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que ces domaines variables ont la capacité, eux aussi, de reconnaître une cible antigénique, mais cette fois-ci, cette reconnaissance va se faire de façon totalement indépendante du CMH. Et donc, suite à cela, il y a eu en fait le développement des premières générations de récepteurs dits chimériques, donc les fameux CAR, étant donné que c'est une association entre donc, les domaines variables d'un anticorps que vous voyez tout en haut du schéma, et puis la partie intracellulaire du récepteur TCR qui reste, elle, cette fois-ci conservée. Donc, par la suite, il y a eu de nombreuses optimisations au cours des années avec l'apparition des CAR de deuxième, troisième, quatrième génération. Et puis aujourd'hui, nous avons énormément de structures différentes pour essayer toujours d'optimiser justement ces CAR T-cells. Donc, ainsi, comment se définissent les CAR T-cells? Donc, vous l'avez bien compris, ce sont des cellules T, des lymphocytes T, qui portent à leur surface un récepteur à l'antigène qui est chimérique, comme on vient juste de le voir. Et donc, ce récepteur chimérique, le CAR, est capable de reconnaître sa cible antigénique, qui est cette fois-ci présentée directement par la cellule tumorale. Donc, le CAR T-cell est capable de reconnaître l'antigène tumoral sans avoir passé par le CMH. Donc, il y a plusieurs cibles, je dirais même de nombreuses cibles qui sont actuellement à l'étude pour justement orienter un petit peu les CAR T-cells de façon spécifique. Et la cible qui est actuellement la plus étudiée et surtout la plus avancée en termes de développement des CAR T-cells, c'est le CD19, qui est en fait un antigène qu'on va retrouver à la surface des cellules B cette fois-ci, qu'elles soient malades ou saines. Mais à côté de ce CD19, il y a d'autres cibles aussi qui sont à l'étude, par exemple telles que le BCMA qu'on va retrouver plutôt dans le myélome multiple. Alors, comment fonctionnent maintenant les CAR T-cells? Donc, lorsque la cellule CAR T-cell reconnaît sa cible via justement son récepteur chimérique CAR, donc ici, dans cet exemple, nous avons la cible CD19 dont je vous ai parlé dans la diapositive d'avant. Cette reconnaissance, en fait, va activer la cellule CAR T. Et suite à cette activation, on va observer deux types de mécanismes. Donc d'abord, on aura un mécanisme direct qui sera exercé plutôt par des CAR T-cells dits cytotoxiques, donc qui sont de phénotype CD8+. Et ces CAR T-cells cytotoxiques vont libérer un certain nombre de molécules, telles que par exemple des granzymes, des perforines, qui vont aller détruire directement la cellule tumorale. Parallèlement à ça, on peut observer un mécanisme cette fois-ci indirect qui, lui, sera réalisé par des CAR T-cells auxiliaires, donc de phénotype CD4+. Et cette fois-ci, le CAR T-cell va sécréter lui aussi un certain nombre de molécules, mais qui seront plutôt des molécules, donc dites chimiokines ou autres types de cytokines, qui vont en fait aller recruter et activer les cellules du système immunitaire du patient lui-même. Et ce sont donc les cellules du patient qui vont aller combattre la tumeur, d'où ce mécanisme indirect.
Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe en clinique, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les tout premiers CAR-T-cells ont été utilisés pour la première fois chez l'homme dans le cadre d'hémopathie maligne à des stades relativement avancés. Donc au tout début, ça a commencé aux États-Unis et puis relativement vite, c'est arrivé en Europe. Et puis comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a eu une évolution très importante, notamment ces 10 dernières années, avec une expansion assez fulgurante du nombre d'essais cliniques qui utilisent les CAR-T-cells. Et donc aujourd'hui, si on regarde sur la base de données de Clinical Trials, on a plus de 900 essais cliniques répertoriés, toute indication confondue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise les CAR-T-cells bien au-delà des hémopathies malignes, étant donné qu'on commence à avoir de la recherche dans les tumeurs solides ou même en dehors de la cancérologie. Alors, cependant, malgré cette forte expansion de la recherche clinique, il y a pour le moment très peu de produits qui sont arrivés jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire jusqu'au stade de commercialisation pour être disponible à un plus grand nombre de patients. Donc, et ceci en Europe et aussi aux États-Unis. On est à peu près au même stade aujourd'hui. Alors, si on regarde de plus près ce qui se passe chez nous en Europe, donc tout d'abord, en 2018, les deux premiers CAR-T-cells qui ont été autorisés, ce sont le Kymriah et puis le Yescarta. Et comme vous pouvez le voir, ils ont eu une autorisation presque en même temps, à un jour d'intervalle. Et donc, ces deux CAR-T-cells partagent une même indication, qui est le lymphome diffus à grandes cellules B chez l'adulte. Mais le Kymriah a en plus une autorisation pour le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B chez l'enfant et le jeune adulte jusqu'à l'âge de 25 ans maximum. Et puis le Yescarta, lui, par ailleurs, a eu une indication dans un autre lymphome qui est cette fois-ci le lymphome médiastinal primitif à grande cellule B, toujours chez l'adulte. Puis, plus de 2 ans après, ça date de fin 2020, un troisième CAR-T-cell a été autorisé, qui est cette fois-ci le Tecartus, et qui, lui, a eu une autorisation dans le cadre du lymphome à cellules du manteau chez l'adulte toujours. Et juste une petite parenthèse, pas plus tard que vendredi dernier, les États-Unis ont octroyé une deuxième autorisation au Tecartus, cette fois-ci dans le cadre de la leucémie aiguë lymphoblastique, mais chez l'adulte, contrairement au Kymriah qui est lui indiqué chez l'enfant et le jeune adulte. Par contre, le dossier en Europe est toujours en cours, mais on s'attend à une autorisation sous peu. Et puis le petit dernier, donc l'Abecma, ça date de cet été, donc une autorisation très récente, et lui, cette fois-ci, avec une indication dans le cadre du myélome multiple, toujours chez l'adulte. Alors maintenant, un petit point sur la fabrication de ces CAR-T-cells. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour produire les CAR-T-cells, la première étape qui est nécessaire est d'aller prélever des cellules par ce qu'on appelle une aphérèse. Et ce prélèvement va se faire soit chez les patients, si nous sommes dans le cadre des CAR-T-cells autologues, soit chez un donneur volontaire sain dans le cadre des CAR-T-cells allogéniques. Et aujourd'hui, il existe quelques produits allogéniques qui commencent à arriver en phase clinique. Donc, ce prélèvement de cellules, en fait, va permettre de récolter une couche de plusieurs types cellulaires. Et puis, ces différentes cellules peuvent avoir une manipulation qui s'appelle un tri cellulaire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller sélectionner de façon un peu plus spécifique les cellules d'intérêt. Et là, en l'occurrence, ce sont les lymphocytes T, évidemment. Donc ensuite, après cette phase de tri cellulaire qu'il faut savoir qui n'est pas systématique, mais qui est réalisée pour un certain nombre de CAR-T-cells, on va avoir une étape qui, elle, est primordiale cette fois-ci, qui s'appelle une étape d'activation des lymphocytes T. Donc, qui peut se faire de différentes manières, telles que l'utilisation de cytokines, de billes artificielles, peu importe. Ce qui est important est que cette étape d'activation, en fait, elle est primordiale pour l'étape d'après, qui est l'étape de modification génétique, étant donné qu'elle va justement faciliter cette étape de modification génétique.
Et justement, donc cette étape de modification génétique, c'est l'étape qui va permettre de passer du statut lymphocyte T au statut CAR-T-cell. Alors, comment ça se fait? En fait, on va insérer une séquence qui code pour le récepteur chimérique, donc le CAR, qui nous intéresse particulièrement, en utilisant ce qu'on appelle un vecteur qui va permettre justement de véhiculer cette séquence codante. Donc, aujourd'hui, il existe différents types de vecteurs. Ça peut être des vecteurs viraux, bien sûr, après leur inactivation pour éviter tout risque d'infection. Mais il existe aussi des vecteurs non viraux qui sont aujourd'hui étudiés, tels que des technologies TALEN, CRISPR-Cas9, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette étape de modification génétique, aujourd'hui, malheureusement, ne permet pas d'obtenir suffisamment de cellules, c'est-à-dire que le succès est relativement faible, enfin le rendement en tout cas est relativement faible, et donc à la fin, les doses qu'on va obtenir ne seront pas suffisantes pour être administrées aux patients. Donc, de ce fait, il y a une étape supplémentaire qui doit être réalisée, en fait, qui s'appelle expansion cellulaire et qui consiste à mettre les cellules en culture pour qu'elles prolifèrent et pour obtenir justement des quantités beaucoup plus importantes qui seront cette fois-ci compatibles avec une administration chez le patient. Et donc, une fois tout ce procédé terminé, il va y avoir plusieurs étapes de contrôle qualité qui seront déjà réalisées tout au long de ce process pour s'assurer que tout s'est passé dans les normes. Et une fois le produit contrôlé et considéré conforme, il va être renvoyé à l'hôpital pour être injecté aux patients. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce procédé de fabrication est relativement long. Aujourd'hui, on est sur des moyennes de 3 à 4 semaines à peu près. Et sachant que tout le process, c'est-à-dire depuis le prélèvement des cellules chez le patient ou éventuellement le donneur, jusqu'à l'injection du CAR-T-cell au patient, on est sur des délais d'environ 5 à 6 semaines, ce que vous imaginez bien être extrêmement long, surtout lorsqu'on est sur des pathologies lourdes telles que des hémopathies malignes. Alors, un petit point réglementaire cette fois-ci. Donc, ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que les CAR-T-cells, malgré donc leurs composantes cellulaires, sont en fait des médicaments. Et donc, en Europe, ils font partie d'une catégorie très spécifique qui est celle des médicaments de thérapie innovante, ou les MTI. Et aujourd'hui, l'Agence européenne du médicament les a classés en 3 catégories, à savoir des médicaments de thérapie génique, des médicaments de thérapie cellulaire somatique et des médicaments d'ingénierie tissulaire. Et il existe une 4e possibilité si jamais l'une de ces 3 catégories est associée à un ou plusieurs dispositifs médicaux. Et dans ce cas, on va parler d'un médicament de thérapie innovante combiné à un ou plusieurs dispositifs médicaux. Et donc, les CAR-T-cells, malgré leurs composantes cellulaires, d'un point de vue réglementaire, en tout cas en Europe, font bien partie de la catégorie des médicaments de thérapie génique et non pas cellulaire. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme on vient juste de le voir, donc les cellules ont eu une modification génétique. Et c'est cette modification génétique qui est à l'origine de leur mécanisme d'action et donc à l'origine de leur effet thérapeutique. Voilà, pour terminer, j'aime bien toujours présenter cette diapositive, alors qu'il n'est plus du tout à jour, étant donné qu'elle date de 2017 et qu'évidemment, il y a eu beaucoup de choses depuis, mais je trouve qu'elle est très représentative de ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine du CAR-T-cell, à savoir que, certes, aujourd'hui, nous avons très peu d'AMM, étant donné que nous avons vu qu'il n'y a que 4 produits aujourd'hui autorisés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Mais par contre, si on prend un peu plus de hauteur, on peut voir qu'il existe énormément de recherches autour de ces CAR-T-cells, donc des projets de recherche qui sont à des stades plus ou moins avancés. Beaucoup sont déjà en stade de recherche clinique. Donc certes, très peu d'AMM, mais de très nombreuses perspectives à court, moyen, long terme. Donc on espère avec des futurs médicaments autorisés très rapidement pour la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je ne sais pas s'il y a des questions, je serais ravie d'y répondre.
Mais merci beaucoup de cette présentation qui était extrêmement pédagogique et effectivement qui, là encore, fait rêver dans les perspectives thérapeutiques qu'elle propose. J'aurais juste, pour introduire la discussion, une petite question. Finalement, le concept de CAR-T-cell, est-ce qu'il peut être, de votre point de vue, généralisé à tout type de tumeur ou bien il est intrinsèquement réservé à certains types de tumeurs? Alors, c'est une excellente question parce que c'est toute la problématique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les CAR-T-cells, on commence à bien les maîtriser dans le cadre des hémopathies malignes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tumeurs liquides, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas dans le cadre des tumeurs solides, où là, on a un peu plus de mal encore à utiliser les CAR-T-cells. Pourquoi? Tout simplement parce que le micro-environnement tumoral est beaucoup plus complexe que dans le cadre des tumeurs, des hémopathies malignes. Et donc, le CAR-T-cell rencontre un certain nombre de difficultés, telles que, par exemple, l'atteinte de sa cible. Donc, lorsqu'on va l'administrer dans le sang, dans le cadre des hémopathies malignes, il se retrouve déjà baigné dans son environnement malade, ce qui n'est pas forcément le cas dans les tumeurs solides. Mais par ailleurs, certes, il y a un peu plus de difficultés, mais je ne vais pas non plus transmettre un message négatif, sachant qu'il y a quand même de très nombreuses recherches actuellement en cours et il y a déjà des projets qui sont arrivés jusqu'au stade de la recherche clinique. Donc, on s'attend à, je pense, moyen terme, à avoir aussi des CAR-T-cells dans le cadre des tumeurs solides émerger assez... je dirais pas rapidement, mais je pense à moyen terme, on va commencer à avoir des choses arriver. Et si même je peux aller au-delà de l'oncologie, on a aussi beaucoup d'études en dehors des cancers, c'est-à-dire que là, on commence à avoir des projets dans le cadre, par exemple, des maladies immunes, notamment des maladies auto-immunes, et on commence même à avoir quelques études dans le cadre de pathologies infectieuses. Donc, on voit que ça commence à sortir de plus en plus du cadre des hémopathies malignes. Merci beaucoup de cette réponse. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres interventions brèves, avec des réponses brèves pour qu'on reste dans les temps? Sinon, nous passons donc la parole à M. Bourg. Monsieur Bourg, si vous voulez vous exprimer. Oui, ça y est, je me suis connecté. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir convié. Je me présente, Patrice Bourg, 72 ans, retraité du secteur bancaire. En octobre 84, à 35 ans, j'ai combattu mon premier cancer, 10 embryome testiculaire traités par chirurgie et chimio, guérison totale. Août 2018, une violente douleur abdominale me contraint à consulter Marie-Christine, mon médecin de ville. Janvier 2019, 69 ans et 6 mois, verdict, lymphome diffus grande cellule agressif, type centrogerminatif de haut grade, stade 4, rénal gauche, plus insuffisance rénale aiguë. Le nerf sciatique de la jambe gauche compressé par les tumeurs, sous morphine maximale, je suis transféré de Poldégine à Mondor. Accueilli avec gentillesse et professionnalisme par Louise, mon médecin référent, je suis en confiance. L'équipe est extraordinaire. Quelques jours plus tard, Louise m'informe avec une extrême délicatesse que mon pronostic vital est engagé. 6 mois maximum. Je ne fêterai pas mes 70 ans ni ne verrai la naissance de ma dernière petite fille fin septembre. 3 lignes de chimio, R-CHOP, RDHC, RIC, ne change pas le pronostic. Dès la première chute de cheveux, je me suis tondu. C'est pas le cancer qu'aura eu mes cheveux. L'équipe soignante, ma famille et mes amis à mes côtés, j'étais décidé à être cobaye, tester des traitements de choc et faire avancer la recherche avant le grand voyage. Un matin, Louise m'informe que l'équipe du professeur Corinne engage
envisage de me faire bénéficier d'une nouvelle forme d'immunothérapie dispensée à Saint-Louis, les carticelles. Les carticelles. Maxime, coordinateur carticelle à Saint-Louis, m'explique avec une bienveillante pédagogie les différentes phases de ma prise en charge et mon futur traitement personnalisé. Sa bienveillante présentation, ses explications claires et précises sont rassurantes. Toutes mes craintes et interrogations sont prises en compte, mais l'appréhension demeure. Je crains les effets secondaires. Éligible, je quitte Mondor et Louise qui m'a accompagné et soutenu pour Saint-Louis. Je suis pris en charge par Roberta, mon médecin référent de l'équipe du professeur Catherine. Je suis de nouveau en totale confiance et remarquablement accompagné. Enfin, le jour J, prélèvement du sachet de cellules, tout va bien, mentalement et physiquement. Suit la chimio de pré-injection, RAS. 16 juillet 2019, injection du commando de l'espoir. Surveillance maximale de l'équipe soignante, Roberta toujours à mon écoute et aux petits soins. Effets secondaires traités en réa, sepsis associé à un probable CRS de grade 2, neurotoxicité grade 2, cytopénie persistante en sortie d'hospitalisation. J30, contrôle TEP, rémission totale. Actuellement à M27, toujours rémission totale. Reste un fond de fatigue et mon système immunitaire paresseux qui doit être dopé à l'Aranès et Zarzio. J'ai vécu et vis encore la preuve que vous m'avez confiée, une aventure humaine exceptionnelle. Croiser la route de patients, professeurs, médecins, soignants, secrétaires et personnel de service exceptionnels. Le cocktail traitement, équipe médicale, accompagnement et soutien de mes proches a été ma potion magique. Grand merci à Mondor, Saint-Louis et aux chercheurs sans qui rien ne serait possible. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Bourg, de ce témoignage. Je crois qu'il est extrêmement important pour tout le monde de vous écouter et vous aborder, je crois, de façon exceptionnelle tous les aspects du traitement, à la fois les aspects d'innovation et à la fois les aspects de l'environnement de cette innovation qui est aussi absolument fondamentale pour que le patient surmonte ce qui est de toute façon une épreuve, même si on essaye de faire en sorte que cette épreuve, comme dans votre cas, soit couronnée de succès. Merci beaucoup. Merci à vous. Un petit peu tenu par le temps et je vais tout de suite passer la parole au professeur Gouya pour le deuxième sujet d'innovation thérapeutique avec les ARN thérapeutiques. Merci encore, Monsieur Bourg. Merci à vous. Merci pour cette introduction. Donc, si on pouvait avoir la première diapositive, s'il vous plaît. Pour le professeur Gouya. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Voilà, si vous pouviez me donner la première diapositive, s'il vous plaît. Vous ne l'avez pas là? Ah non, sur je suis toujours sur les carticelles, moi. Pardon, excusez-moi. Alors, voilà, donc merci donc pour cette introduction. Et effectivement, vous pouvez laisser, madame, hein, c'est bon. Oui. Entièrement la diapositive. Encore. Voilà, merci. Donc, merci pour cette introduction. Et nous allons effectivement, pendant une quinzaine de minutes, être amenés à vous parler de porphyrie, des maladies relativement rares et qui, rien que dans leur dénomination, effectivement, éveillent la curiosité. Et vous avez cette citation d'un collègue américain, un biochimiste américain, qui résume assez bien ce que représentent les porphyries en général auprès d'un médecin. Des maladies obscures avec des noms bizarres auxquelles on pense quand la situation est relativement désespérée. C'est un peu regrettable parce que c'est des maladies pour lesquelles il y a beaucoup d'options thérapeutiques et vous allez voir des nouvelles options thérapeutiques qui permettent d'aider énormément des patients qui sont souvent en errance diagnostique. Alors,
Maladie héréditaire du métabolisme, et plus particulièrement anomalie de la fabrication d'une molécule très importante pour la vie, la molécule d'Hèm. Et ces porphyries sont caractérisées à peu près toutes par l'accumulation de produits chimiques qui sont toxiques, soit neurotoxiques, soit toxiques parce qu'ils réagissent avec la lumière. Et ces molécules qui s'accumulent dans l'organisme ont comme caractéristique très souvent de colorer les urines avec une couleur un petit peu brun foncé et qui ressemble à celle de la pierre porphyre, d'où leur nom. Alors, ce que vous voyez sur cette petite photo, effectivement, c'est des urines avant et après une exposition à la lumière. Et vous voyez cette couleur porto qui est acquise. Voilà. Souvent, le diagnostic est fait en réanimation, d'ailleurs, par la poche d'urine au pied du lit du patient qui vire, et les réanimateurs y pensent à cette occasion. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de biochimie, c'est juste pour vous montrer que ces porphyries résultent d'un déficit d'une des enzymes de la voie de biosynthèse de l'hème. Il y en a 8. Et dans le cas présent, nous allons parler aujourd'hui du déficit de la 3e enzyme, qui est caractérisée par l'accumulation de petites molécules du début de cette voie métabolique, qu'on appelle l'acide delta-aminolévulinique et le porphoglycinogène, qui sont 2 molécules potentiellement neurotoxiques, en tout cas pour ce qui est de l'acide delta-aminolévulinique. Donc aujourd'hui, on parle de la PAI, 3e enzyme déficitaire de la voie de biosynthèse de l'hème. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, cette voie de biosynthèse de l'hème qui est schématisée ici, depuis les produits de départ, glycine et succinyl-CoA, jusqu'à la production de la molécule d'hème, en situation physiologique dans le foie, l'hème exerce un rétrocontrôle négatif sur la première enzyme et va permettre de freiner donc, la production des molécules ALA et PBG qui ne sont pas nécessaires en situation où l'hème est en quantité suffisante. Par contre, si vous pouviez appuyer sur la touche, hop, merci. Par contre, en situation de carence en hème hépatocytaire, par exemple quand il va falloir détoxifier des médicaments au niveau du foie ou après une prise d'alcool, par exemple, on va avoir une consommation de l'hème et on va avoir une levée du rétrocontrôle négatif sur la première enzyme qui va physiologiquement s'induire pour produire les molécules du départ à la PBG qui vont permettre la reconstitution du pool d'hème libre. En situation pathologique, quand on a un déficit de la 3e enzyme, HMBS, l'accumulation de l'ALA et du PBG va être responsable de l'apparition des symptômes de la crise neuroviscérale dont nous allons parler. Diapositive suivante. Voilà, donc la porphyrie aiguë intermittente est caractérisée par l'apparition de 2 types de symptômes. Les plus connus sont les symptômes aigus, la crise neuroviscérale dont je vous donnerai quelques mots juste après. C'est une maladie rare avec effectivement une incidence faible, 1,4 nouveaux patients par an pour 10 millions d'habitants, ce qui contraste singulièrement avec le nombre particulièrement élevé de porteurs asymptomatiques de cette affection, puisqu'il est estimé de façon relativement précise quand même, entre 30 et 60 000 dans notre pays. Donc l'immense majorité des sujets qui sont porteurs de cette maladie ne le savent pas, ont des comportements qui peuvent induire le déclenchement d'une crise neuroviscérale et pourtant n'en déclenchent pas. On ne sait pas pourquoi, il y a un nombre aussi faible de patients qui vont déclencher des crises qui, par contre, peuvent être extrêmement graves. Les symptômes chroniques de cette maladie, si on pouvait juste revenir un instant sur la diapo précédente. Encore un coup, encore une. Vous pouviez revenir encore un peu en arrière. Encore. Encore un cran. Bon, voilà. Juste pour vous dire qu'au-delà de ces symptômes aigus, il existe aussi des symptômes chroniques et des complications de cette maladie. Alors, je tiens à vous les préciser parce que la principale complication, si je puis dire, est l'apparition d'une récurrence de cette maladie. Vous voulez voir que ces symptômes sont habituellement aigus et uniques dans la vie d'un patient, mais on a quelques patients, comme la patiente qui va vous présenter sa situation personnelle juste après, qui vont développer à l'occasion de leur existence de nombreuses crises récurrentes donc de porphyrie aiguë intermittente qui vont particulièrement altérer leur qualité de vie, avec des douleurs chroniques quasi quotidiennes et des troubles anxio-dépressifs qui ont un impact majeur sur leur qualité de vie. Enfin, il existe des complications chroniques avec une insuffisance rénale et un risque de cancer du foie qui, à partir de la cinquantaine, fait en fait la gravité du pronostic de cette affection qui justifie une surveillance particulière. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail des symptômes de la crise neuroviscérale, mais sachez que c'est assez difficile à diagnostiquer parce que le signe cardinal, qui est une atteinte du système nerveux autonome, splanchnique, donc digestif essentiellement, avec des douleurs abdominales. Qui n'a pas eu mal au ventre dans sa vie?
Ce sont des douleurs qui ont la particularité d'être durables. Ça dure plusieurs jours. Ce ne sont pas des douleurs paroxystiques, mais il n'en reste pas moins que le diagnostic est difficile. Très récemment, un collègue en Bretagne a fait un diagnostic, un interniste, sur une douleur abdominale qui n'expliquait pas et des douleurs foncées chez une patiente. Et il avait vu juste, c'était une patiente qui présentait une crise inaugurale de porphyrie. Il lui a sauvé la vie à cette dame. Voilà. On peut avoir des complications par une atteinte du système nerveux périphérique et du système nerveux central qui, fort heureusement, sont plus rares que les atteintes du système nerveux autonome. Donc, signe cardinal, la crise neuroviscérale. Diapositive suivante. Merci. Alors, je vous l'ai dit, il y a des complications chroniques à cette affection. Et la plus fréquente, si je puis dire, est le risque de passage à la chronicité de l'affection. Et vous voyez ici une diapositive sur un travail qu'on avait effectué il y a quelques années qui montre en fait les principaux symptômes qui sont rencontrés chez les patients présentant ces crises récurrentes pendant les crises et surtout entre les crises. Parce que non seulement ils ont des crises, mais ils ont aussi des symptômes intercritiques avec, là, dans le cas présent, des douleurs abdominales qui sont, pour certains patients, quasi quotidiennes, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, des troubles gastro-intestinaux associant des nausées, des vomissements, des constipations, et globalement une qualité de vie qui est très altérée. Si vous pouviez appuyer sur la touche. Et vous voyez, 65% des patients qui présentent ces formes chroniques présentent aussi des symptômes, des formes récurrentes présentent des symptômes chroniques, et 46% en présentent quotidiennement. Diapositive suivante. Alors, vous pouvez mettre toute la diapo d'un seul coup. Donc, on aborde l'aspect purement thérapeutique de cette affection, en tout cas les traitements novateurs. Il y a énormément de pistes qui ont été travaillées. Qui dit maladie métabolique avec des déficits en activité enzymatique, on a des solutions avec de l'enzymothérapie substitutive qui peuvent être intéressantes, mais qui n'ont pas fonctionné dans le cas présent, probablement parce que l'enzyme n'était pas adressée au foie. La thérapie génique somatique en utilisant des virus est intéressante. Elle a montré de bons résultats chez la souris, mais le taux de transduction des hépatocytes chez l'homme, ça a été fait en Espagne, était trop faible pour arriver à atteindre une efficacité thérapeutique satisfaisante. Alors, restent deux approches thérapeutiques, pour l'une en développement et pour l'autre qui, vous allez voir, a donné des résultats intéressants. La première est une thérapie génique par adjonction d'ARN messager adressé au foie, développé par l'entreprise Moderna que vous connaissez bien maintenant. Chez la petite souris, ça marche extrêmement bien. Pour l'instant, les développements chez l'homme n'ont pas lieu, tout simplement probablement parce que l'entreprise Alnylam Pharmaceutical a développé des inhibiteurs de l'enzyme ALAS1 qui, eux, donnent déjà des résultats extrêmement probants. Donc, on va parler maintenant de ces inhibiteurs de l'enzyme ALAS1. S'il vous plaît, diapositive suivante. Alors, le médicament qui a été développé par cette entreprise américaine, Alnylam Pharmaceutical, est un ARN double brin, un siRNA, qui va être adressé au foie par un système astucieux qui utilise en fait un récepteur physiologique qui est présent dans les hépatocytes, un récepteur aux protéines sialylées. Et cet ARN double brin, ce siRNA, va s'associer à l'ARN messager ALAS1, qui est l'enzyme qui est induite pendant la crise neuroviscérale, et va dégrader cet ARN, et de cette façon, va diminuer la production de l'enzyme ALAS1. En diminuant la production de l'enzyme ALAS1, vous allez diminuer la production des métabolites neurotoxiques ALA et PBG que je vous ai mentionné, ce que vous voyez sur la partie droite de la diapo, et la diminution de la production de ces substances chimiques va éviter l'apparition des symptômes chez les patients. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est une molécule qui a un effet très prolongé et qui nécessite peu d'administration. Alors, si on pouvait avoir la diapositive suivante. Alors, ce que je vous présente là, ce sont les résultats de la phase 3 qui, en France, a été réalisée au CIC chez Xavier Duval, avec donc les résultats suivants. On observe sur la partie gauche de la diapositive, en comparant le groupe placebo versus en rouge le groupe traité par le médicament, une réduction de 74% après 6 mois de traitement du nombre de crises neuroviscérales présentées par les patients qui présentaient donc des formes chroniques récurrentes de cette maladie. En moyenne, c'est la partie, en médiane, pardon, c'est au centre de la diapositive, vous voyez une baisse de 90%, et au bout de 6 mois, 50% des patients qui étaient traités par le médicament n'avaient plus aucun symptôme, alors qu'on avait seulement 16% de patients dans le groupe traité par le médicament placebo. Donc, ces résultats sont extrêmement significatifs et ont été
une révolution dans la prise en charge des patients. Si on pouvait voir maintenant la diapositive suivante, s'il vous plaît, juste pour vous montrer l'effet métabolique. Donc, en rouge, toujours les patients traités par le placebo, en bleu, les patients traités par le médicament. Et vous voyez qu'on a, quand on analyse le métabolite ALA et le métabolite PBG, qui sont les métabolites neurotoxiques, on s'aperçoit qu'on a un effondrement de la production de ces deux métabolites dans le groupe traité par rapport au groupe placebo. Diapositive suivante. Alors ici, c'est une analyse en sous-groupe pour voir s'il y avait des groupes de patients particuliers avec une réponse meilleure ou pas. Alors, quand la barre est située sur la partie gauche du trait noir, ça signifie que c'est un avantage pour le médicament. Et quand la barre est située, de toute façon, il n'y en a pas sur la partie droite, ça aurait signifié un avantage pour le placebo. Vous voyez que tous les groupes répondent bien. Il n'y a qu'une catégorie de patients qui sont ceux qui étaient déjà dépendants des morphiniques avant l'introduction du médicament Givosiran, qui répondent un petit peu moins bien, puisque la barre d'erreur inclut le 1. Donc, en termes clairs, ça nous a montré qu'il fallait initier ce médicament pas trop tard dans l'apparition de la récurrence de la maladie, en tout cas avant que les patients deviennent dépendants des morphiniques pour traiter leurs douleurs quotidiennes. Diapositive suivante. Alors, qui dit nouveau médicament dit éventuellement effet secondaire. Et vous voyez qu'en fait, il y en a eu relativement peu chez les patients traités par ce médicament, avec essentiellement une néphropathie qui a été aggravée chez 2 patients dans l'étude, dont un en France, et qui actuellement semble se stabiliser chez les patients. En tout cas, il n'y a pas de trigger, de signal d'inquiétude majeure du côté des effets secondaires sévères de ce traitement, au moins en tout cas au moment où l'étude a été réalisée. Diapositive suivante. Alors, les effets communs qui surviennent chez ces patients sont des nausées qui sont plutôt transitoires. Ce qu'on note essentiellement qui gêne un petit peu les patients, c'est une certaine fatigue qui perdure au-delà des premières semaines et des premiers mois de traitement. Diapositive suivante. Alors, ce que vous voyez là, c'est le point de vue plus des patients au travers de 2 questionnaires qui leur avaient été proposés à l'issue du traitement de 6 mois, avec un questionnaire général sur globalement comment avez-vous apprécié globalement l'efficacité de ce traitement sur votre état de santé. Et vous voyez que les patients considèrent à 89% dans le groupe en bleu traité par le médicament qu'il y a une amélioration de leur santé, alors qu'on a une amélioration seulement de 37% des patients. Alors peut-être pouvez-vous trouver ce 37% élevé, mais sachez qu'à partir du moment où on part de douleur, l'effet placebo est souvent assez fort. Néanmoins, il y a quand même un différentiel important entre les 2 catégories. Sur la partie droite de la diapositive, avec le deuxième type de questionnaire, si vous regardez dans le détail, vous verrez que la notion d'amélioration globale de la qualité de vie se détaille en paramètres un petit peu plus précis, comme la capacité à anticiper le futur, la capacité à avoir des activités quotidiennes normales, à avoir une activité professionnelle normale. Enfin, on a une amélioration globale de la qualité de vie des patients, alors qu'on a un traitement qui avait été proposé là pendant seulement 6 mois. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec maintenant plus d'1 an et demi de recul, c'est qu'on a une amplification de tous ces paramètres avec une amélioration considérable qui se majore au fil du temps des patients, avec pour la plupart des patients une disparition complète des crises neuroviscérales. Diapositive suivante. Alors, j'ai quand même voulu vous préciser qu'il y avait des nouveaux phénomènes, des nouveaux événements de pharmacovigilance qui étaient apparus, qui sont probablement en rapport avec le freinage de cette enzyme ALAS1, qui est, je vous le rappelle, l'enzyme qui est régulée par la biodisponibilité de l'hème au niveau du foie. Et ce freinage chronique de l'enzyme ALAS1 peut concourir probablement, dans certains cas, à une diminution modérée de la production d'hème, qui, chez certaines hémoprotéines, va avoir un impact négatif. Par exemple, une enzyme qui s'appelle la cystathionide bêta-synthase, qui va avoir, en cas d'inhibition, comme conséquence d'augmenter un métabolite qui s'appelle l'homocystéine, qui est un métabolite qui, quand il augmente de façon importante et sur une longue période de temps, peut avoir des conséquences thromboemboliques fâcheuses. Donc, on est amené à traiter certains de nos patients avec une vitaminothérapie B6 pour compenser cette freination de l'enzyme cystathionide bêta-synthase. Diapositive suivante. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'il y a toute une équipe qui est derrière ça, avec une équipe médicale, un laboratoire et une unité de recherche. Et on remercie encore chaleureusement Xavier Duval et toute son équipe pour l'étude de phase 3 qui a été menée de main de maître dans son service.
Voilà, maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Catherine Macadré, qui est une de nos patientes qui a bénéficié de ce traitement, qui était une patiente qui présentait une atteinte chronique récurrente extrêmement sévère, puisque nous étions, au moment où le médicament a été accessible via cette étude de phase 3, en train d'envisager une transplantation hépatique pour arriver à restaurer une vie un peu plus acceptable pour Madame Macadré, qui va pouvoir maintenant vous expliquer combien Guy Vauziran, ce que Guy Vauziran lui a apporté. Merci beaucoup. Nous entendons tout de suite Madame Macadré et il y aura peut-être quelques petites questions après. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Catherine Macadré, j'ai 51 ans. J'ai déclenché ma première crise de porphyrie à l'âge de 27 ans. Ma chance, c'est que ma maman ayant été malade avant moi, la maladie était connue dans la famille et donc elle a tout de suite été identifiée chez moi. Et donc, j'ai tout de suite été mise en relation avec le Centre français des porphyries à l'hôpital Louis-Mourier de Colombes. La première année où j'ai déclenché mes crises, j'ai déclenché une crise par trimestre. Donc, c'était relativement supportable. À partir de la deuxième année, les crises se sont accélérées et j'ai commencé à déclencher une crise par mois. Puis, d'année en année, en fait, j'ai commencé à déclencher une crise toutes les 3 semaines jusqu'à une crise tous les 15 jours. Donc, les manifestations étaient essentiellement chez moi neurologiques, avec des grosses douleurs abdominales, comme a dit Laurent Gouillat, très mal dans le bas des reins et les urines portaux, qui sont vraiment significatives de la porphyrie. Donc, pendant 21 ans, en fait, ma vie s'est partagée entre des hospitalisations extrêmement nombreuses, ma vie personnelle et ma vie professionnelle. J'ai tenu grâce à ma vie professionnelle, au soutien de mes proches, au soutien des équipes médicales. Il y a 3 ans, après 11 porte-à-4, de multiples cathéters qui tous thrombosaient en fait, les uns derrière les autres à cause du passage d'hème en fait, dans les veines, eh bien, ma vie était complètement chamboulée et j'étais dans une situation très complexe. J'avais perdu mon travail et je me retrouvais très seule dans la vie. À cette époque-là, le professeur Laurent Gouillat m'a contactée en me disant qu'il existait un essai clinique thérapeutique très probant aux États-Unis et il m'a proposé de le mettre à ma disposition à l'hôpital Bichat en France. J'ai tout de suite accepté et j'ai été la première patiente inclue dans le protocole. Au début, les résultats se sont fait arriver puisque j'ai attendu 6 mois en fait avant d'avoir des résultats probants. Aujourd'hui, donc après 2 ans et demi de traitement, j'ai retrouvé une vie totalement normale, une vie professionnelle et une vie sociale. Donc, je profite de ce témoignage pour remercier très chaleureusement Laurent Gouillat pour son accompagnement exceptionnel et les équipes également de l'hôpital Bichat. Merci beaucoup, Madame Macadré, de ce témoignage. Merci au professeur Gouillat de son exposé qui a été aussi extrêmement clair et extrêmement intéressant. C'est évidemment une situation absolument remarquable que celle-ci, où effectivement on a la possibilité de changer complètement la vie des patients avec une innovation. Et j'en profite pour vraiment insister sur l'importance qu'il y a à ce que nos hôpitaux soient au cœur des essais d'un point de vue, on va dire, précoce, de telle sorte que nous puissions faire bénéficier nos patients des essais le plus précocement possible et que, comme vous, madame, des patients puissent être traités avec des innovations, je dirais, au moment où ces innovations arrivent et où, effectivement, on n'a pas forcément encore la diffusion de l'innovation, mais au moins la possibilité de les avoir chez nous. Et c'est tout l'enjeu de notre travail dans le GHU, que de faire en sorte que nos équipes soient suffisamment reconnues à tous les niveaux pour qu'on puisse faire appel à eux, et là, en l'occurrence, à l'équipe du professeur Gouillat, dans un environnement extrêmement technique et de très haute qualité, qui est le CIC que dirige le professeur Xavier Duval. Et donc, voilà, je dirais qu'en plus, évidemment, et certainement encore plus que l'avancée de la science, votre témoignage
et pour tous les participants à ce webinaire aussi, je dirais, le plus important, la vie pour vous a changé à partir du moment où vous êtes entré dans cet essai avec évidemment un certain délai, mais c'est véritablement un succès et encore une fois, merci au professeur Bouya, merci à l'équipe qui a permis ça et merci à vous, madame, pour votre témoignage. Alors, nous avons une personne, Fanny Timéra, qui souhaiterait, je pense, poser une question. Je vais lui permettre de parler. Bien sûr. Allez-y. Alors, nous n'entendons pas pour l'instant. En tout cas, moi, je n'entends pas. Souhaitez-vous parler, Madame Timéra? Sinon, je vous propose de poser votre question via le chat de discussion. Merci. Je crois qu'on va poursuivre. On prendra les questions à la fin si cette dame nous le précise via le chat. Très bien. Donc pour rester dans les temps, donc nous allons poursuivre avec une innovation aussi très importante qui vient là, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'une équipe soignante qui n'est pas forcément médicale, mais aussi paramédicale. Et Bénédicte Panigaud va nous en parler. Bénédicte, à vous. Bonjour à tous. Merci à vous tous de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Bénédicte Panigaud et je suis masseur kinésithérapeute. Je travaille dans le service de médecine physique et de réadaptation sur l'hôpital Fernand Vidal. Actuellement, je suis en formation dans le cadre du master handicap neurologique. Je suis également investigateur, coordonnateur d'un projet de recherche, un PHRIP, qui s'appelle RegPro. Je vais vous présenter aujourd'hui ce projet qui porte sur la rééducation de l'équilibre avec entrée visuelle modifiée chez des patients atteints de neuropathie démyélinisante chronique acquise et présentant des troubles de la proprioception. Diapo suivante, s'il vous plaît. La population, donc ce sont des patients atteints de neuropathie démyélinisante chronique acquise qui ont conservé une capacité de marche sans aide humaine, au minimum en intérieur, avec ou sans aide technique. Ce sont des patients qui sont amenés à consulter en présentant des plaintes, telles qu'une gêne lors des déplacements, une instabilité en la marche, en rapport avec des troubles de la sensibilité. Diapositive suivante. Les neuropathies démyélinisantes chroniques acquises sont des maladies des nerfs au niveau du système nerveux périphérique, de mécanismes auto-humains. Elles incluent les polyneuropathies inflammatoires démyélinisantes chroniques, les neuropathies anti-MAG, les syndromes POEM, ainsi que les neuropathies motrices multifocales. Ces dernières ne sont pas concernées par l'étude puisque ce sont des neuropathies motrices pures. La majorité de ces patients, du fait de l'atteinte des grosses fibres sensitives, vont présenter des déficits de sensibilité superficielle, des déficits de sensibilité profonde, et ces déficits vont entraîner un trouble de l'équilibre à la station debout et à la marche. On parle d'ataxie proprioceptive. L'évolution de ces pathologies est habituellement vers une aggravation lentement progressive. On parle de lenteur d'évolution ou de relative stabilité dans le cadre du protocole. Il s'agit de maladies rares, 420 000 personnes dans le monde, 6 cas pour 100 000 individus. L'équilibre est possible chez le sujet sain
grâce à différentes informations qui proviennent de différents récepteurs, qui proviennent de la vision, qui proviennent des vestibules et qui proviennent des récepteurs proprioceptifs. Les récepteurs proprioceptifs nous permettent de percevoir la position et les mouvements des différentes parties de notre corps dans l'espace. L'utilisation indépendante ou simultanée de ces afférences permet à chaque individu de percevoir sa verticale gravitaire, la position de son corps par rapport à cette verticale, la position de son corps par rapport à l'espace et au support. Dans une situation donnée, l'individu va être amené à choisir l'information la plus adaptée au contexte. Mais de nombreux sujets n'ont pas ou ont perdu cette capacité en donnant trop systématiquement valeur à la même entrée sensorielle. Le comportement le plus fréquent est celui de la surutilisation de l'hypersensibilité à l'entrée visuelle. On parle de dépendance visuelle. La dépendance visuelle, donc ce comportement de dépendance visuelle, a été décrit dans différentes situations pathologiques, notamment chez les patients post-AVC. D'autres travaux réalisés dans notre équipe ont montré qu'une rééducation spécifique réalisée en privation visuelle, c'est-à-dire sans la vue, chez ces patients post-AVC, peut, en diminuant la dépendance visuelle, améliorer l'équilibre et l'autonomie de marche de ces patients. Ce comportement de dépendance visuelle a aussi été observé chez des patients atteints de neuropathie démyélinisante chronique acquise. Donc, ces patients préfèrent utiliser l'entrée visuelle. Cependant, quand vous stimulez leur voie proprioceptive par vibration tendineuse, ces patients présentent une certaine sensibilité, ce qui suggère qu'ils conservent un potentiel proprioceptif. Ce potentiel proprioceptif restant semble sous-exploité au détriment des autres entrées. Les objectifs de rééducation chez ces patients atteints de neuropathie démyélinisante chronique acquise sont améliorer l'équilibre à la station debout et à la marche, améliorer la stabilité de ces patients dans différentes activités quotidiennes, en vue de diminuer aussi le risque de chute. Il existe différentes techniques, le renforcement musculaire, les stimulations électriques, toutes les stimulations sensorielles, par vibration par exemple, ainsi que tout le travail de l'équilibre statique, le travail de l'équilibre dynamique, la réalité virtuelle. Alors attention, parce que l'utilisation de la réalité virtuelle va plutôt tendre à accroître l'utilisation de l'entrée visuelle, ce qui pourrait se faire au détriment des autres entrées. Ces données nous laissent à penser qu'une rééducation de l'équilibre avec entrée visuelle modifiée peut avoir un intérêt chez ces patients atteints de neuropathie démyélinisante chronique acquise, en diminuant la dépendance visuelle tout en renforçant l'entrée proprioceptive et ainsi améliorer l'équilibre et les capacités de marche de ces patients. L'approche spécifique des troubles de l'équilibre de ces patients par l'action sur les afférences sensorielles et la manipulation de l'entrée visuelle n'a pas été étudiée à notre connaissance. Il s'agit d'une étude contrôlée, multicentrique, randomisée en 2 bras parallèles. D'un côté, un groupe expérimental, de l'autre côté, un groupe contrôle, et en simple aveugle de l'évaluateur. Il s'agit d'une recherche interventionnelle à risque et contraintes minimes, impliquant la personne humaine. Ce projet est réalisé dans le cadre d'un PHRIP, donc c'est un programme hospitalier de recherche infirmier et paramédicale. Ce projet est innovant dans le sens où c'est le premier PHRIP du GH en 2017. Le nombre de patients attendus est de 40 et nous avons inclus 8 patients à ce jour.
L'objectif principal de la recherche est d'observer chez ces patients atteints de neuropathie démyélinisante chronique acquise les effets sur l'équilibre d'une rééducation réalisée avec l'entrée visuelle modifiée, c'est-à-dire avec afférence visuelle trompée ou privation visuelle, comparés à ceux d'une rééducation de l'équilibre identique, mais réalisée avec l'entrée visuelle non modifiée. Le critère d'évaluation principal est l'évaluation de l'équilibre à la marche lors du demi-tour, réalisé yeux ouverts à vitesse confortable, par le temps donc, de réalisation en secondes du demi-tour, mesuré avec des accéléromètres lors de la deuxième évaluation. Nous avons choisi ce critère d'évaluation pour évaluer le patient lors de la marche en situation dynamique, lors d'une tâche complexe. En effet, le demi-tour est une tâche complexe à haut risque de chute. Les patients qui présentent des troubles de la sensibilité vont avoir tendance à ralentir et décomposer le demi-tour. Les critères d'inclusion sont les patients atteints de neuropathie démyélinisante chronique acquise, les patients ayant conservé une capacité de marche sans aide humaine, au minimum en intérieur, avec ou sans aide technique. Des patients ayant des plaintes telles qu'une gêne, une instabilité à la marche, en rapport avec des troubles de la sensibilité. Les patients étant cliniquement stables depuis au moins 2 mois, quels que soient les traitements en cours, et les patients dont l'âge est égal ou supérieur à 18 ans. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, les critères de non-inclusion sont les patients n'ayant pas la capacité de marcher 20 mètres sans aide technique et sans aide humaine en intérieur. Les patients ayant un traitement aigu en cours en rapport avec la polyneuropathie, débuté ou arrêté depuis moins de 2 mois. Les patients ayant des troubles de l'équilibre, mais d'origine vestibulaire ou pathologie neurologique centrale. Les patients ayant une cécité. Le calendrier de visite du patient est décrit sur cette diapositive. Nous incluons le patient à J0 après avoir vérifié les critères d'éligibilité, c'est-à-dire que nous vérifions les critères d'inclusion et les critères de non-inclusion. Si le patient est d'accord pour participer, il signe le consentement. Après son inclusion, nous lui proposons le jour même la première évaluation. À la suite de cette première évaluation, nous lui proposons dans les 8 jours le programme de rééducation qui comprend 20 séances de 1 heure, donc ça fait 20 heures en tout, sur une durée totale de 7 à 10 semaines. La randomisation est réalisée par le kinésithérapeute qui proposera la rééducation et elle est réalisée au plus tard lors de la première séance de rééducation. À la suite de ce programme de rééducation, nous proposons une deuxième évaluation qui a lieu dans les 8 jours, puis une troisième évaluation qui a lieu 2 mois après la fin du programme. Toutes les visites sont réalisées dans le cadre de consultations externes. La rééducation du groupe expérimental est réalisée avec l'entrée visuelle modifiée, c'est-à-dire que tous les exercices d'équilibre statique, d'équilibre dynamique sont proposés alternativement, soit avec les yeux fermés, soit les yeux ouverts sous un masque opaque. Là, on parle de privation visuelle dans le protocole. Soit les yeux ouverts avec flux optocinétique perturbant le référentiel visuel. Le flux optocinétique est obtenu dans une pièce où l'on peut obtenir le noir absolu. Et il est obtenu grâce à une boule optocinétique qui projette des points lumineux déplacés sur l'environnement.
La rééducation du groupe contrôle est réalisée donc avec l'entrée visuelle non modifiée, c'est-à-dire avec les yeux ouverts. Les bénéfices attendus pour le patient donc, sont la diminution de la dépendance visuelle, le renforcement de l'entrée proprioceptive, l'amélioration de la stabilité du patient à la station debout et à la marche, et aussi une augmentation de la confiance de la personne en son équilibre dans les activités de la vie quotidienne. Cette étude implique un grand nombre d'intervenants qui sont listés sur cette diapo et je tiens aujourd'hui à tous les remercier pour leur implication dans ce protocole. Et j'ai une pensée toute particulière pour mes collègues, pour les kinésithérapeutes qui sont impliqués dans ce projet. Merci de votre attention. Merci beaucoup de cette présentation. Je trouve qu'elle a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est de montrer qu'il y a un soutien à une recherche qui n'est pas d'origine spécifiquement médicale, mais aussi d'origine infirmier ou kinésithérapeute ou l'ensemble des professions paramédicales, parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont issues de la pratique de ces soignants, et il est extrêmement important de pouvoir faire en sorte que ces innovations puissent être évaluées. Et c'est mon deuxième commentaire, c'est que ce qui est tout à fait remarquable dans ce projet, c'est que d'une part, il combine peut-être ce que sont des techniques qui sont les plus anciennes de la médecine, c'est-à-dire des techniques physiques de thérapie, avec l'intégration des mécanismes physiologiques ou physiopathologiques les plus récents, et ensuite une volonté d'évaluer de façon très rigoureuse ces nouvelles techniques physiques de thérapie. Et donc, c'est extrêmement important et extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Je ne sais pas, il y a d'autres interventions qui sont signalées. Virginie? Non, pas pour le moment. Je n'ai pas de point dans le chat. Nous pouvons donc peut-être passer la parole maintenant au professeur Ricard, qui est le président du conseil scientifique de l'UFR de médecine. Et vous savez que c'est quelque chose d'extrêmement important, que ce lien entre l'hôpital et son université pour justement pouvoir faire avancer cette recherche et cette innovation. Jean-Damien, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Eric. J'aimerais d'abord remercier à la fois les organisateurs, Virginie Barabé pour l'organisation de ce webinaire, et puis aussi, bien sûr, et avant tout, les présentateurs et la participation des patients. Comme tu l'as dit, Eric, je trouve que là, on avait une très, très belle illustration de ce que doit être la recherche. C'était un peu le titre de notre webinaire, vraiment, la recherche et l'innovation, mais au bénéfice du patient. Je pense qu'on a eu des exemples très poignants, très marquants de cette efficacité. Et c'est vraiment, je crois, notre but ultime en tant que clinicien et de chercheur, c'est évidemment de pouvoir améliorer la qualité des soins dans la perspective d'améliorer le pronostic des patients, mais aussi leur bien-être, leur qualité de vie. Et encore une fois, on a eu des illustrations de cela et on ne peut que s'en féliciter. Tu l'as dit, le lien entre l'université et l'hôpital est fondamental. Je pense qu'on a la chance d'être un GH où ce lien est très étroit, on le voit, le lien entre les unités de recherche, les UMR et les services cliniques. L'apport hospitalo-universitaire dans la recherche fondamentale est également très importante, et tout ça font, je pense, la force de notre GHU et de notre UFR dans la qualité de sa recherche et la translation qui va aboutir aux patients. On peut d'ailleurs, à ce titre, se féliciter des résultats obtenus sur l'appel d'offres RHU. La science publique, dans son ensemble, a obtenu, en tout cas, a eu le plus grand nombre de lettres retenues en lettres d'intention. Plus d'un tiers de ces projets sur le plan national proviennent de l'AP.
Et à la fois l'Université de Paris, mais également et surtout le GHU Nord a eu un très très beau taux de réponse et d'acceptation dans cet appel à projet, voilà, qui témoigne encore une fois du dynamisme de nos équipes. Et je pense que ce profil, en tout cas, d'appel à projet, combiné à la fois de services cliniques, UMR, unité de recherche et partenaires industriels, est vraiment comment dire, l'alchimie qui permet justement d'aboutir aux résultats qui ont été présentés ici. Pour moi, une des plateformes très illustratives de cette qualité de la recherche aux soins et aux bénéfices du patient, c'est évidemment la plateforme MEHARI. Et je pense que c'est un modèle sur lequel on peut évidemment s'inspirer dans d'autres applications, notamment en infectiologie, et on y travaille notamment avec la DRCI. Donc voilà, tout ça montre pour moi la vivacité, le dynamisme de notre GHU, encore une fois en partenariat très étroit avec notre UFR. Voilà, je pense que le temps est déjà passé de notre webinaire. Donc, encore une fois, merci à tous et toutes, à la fois pour l'organisation et puis la qualité des présentations. Et encore une fois, comme ça l'a été déjà le cas dans d'autres sessions antérieures, je trouve que l'apport et la parole donnée aux patients est vraiment un point à la fois très, très intéressant et vraiment crucial, puisque ça nous rappelle à chaque fois quand même le but ultime de notre recherche. Merci à toutes et à tous. Merci Jean-Damien. Merci à vous et vous pouvez retrouver ce webinaire et tous les autres webinaires sur notre chaîne YouTube APHP Nord. N'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup à vous tous. À bientôt. Prochain webinaire sur la cancérologie. Au revoir. Merci Au à revoir. vous. Au revoir.